Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce toujours une bonne idée d'immigrer au Canada en 2025? Aujourd'hui, on passe tout en revue, les coûts, les opportunités, les challenges à prévoir. Alors c'est parti. Alors premièrement, pourquoi le Canada attire toujours autant? Jusqu'à maintenant, le Canada a toujours eu une politique d'immigration attractive. Ils ont toujours demandé, depuis la pandémie en tout cas, de la main-d'œuvre, etc. Ils avaient beaucoup besoin de nouvelles personnes pour combler des postes vacants. Et donc du coup, ça a attiré des gens puisqu'il y a beaucoup de travail et que peut-être dans leur pays, il n'y avait pas assez de travail. Donc pas mal de personnes se sont dirigées vers le Canada puisqu'il y avait donc plus d'opportunités professionnelles. Il y a aussi une excellente qualité de vie, notamment le rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a pas mal d'espaces verts, il y a beaucoup de choses à faire, plein de distractions pour les enfants aussi, l'école, etc. Tout est parfait, quoi, si on peut dire. Donc ça aussi, ça attire pas mal de personnes. On a aussi une économie qui est assez dynamique. Donc les secteurs par exemple comme la technologie de l'information, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables sont des secteurs qui sont pas mal en demande et qui donc connaissent une croissance rapide. Ensuite, ce qui va de pair avec la qualité de vie, c'est aussi la diversité culturelle. En fait, ici, il y a tellement de monde qui vient de partout dans le monde que peu importe d'où tu viens, tu pourras retrouver un petit peu de ta communauté ici et donc ça fait que les gens sont beaucoup plus à l'aise et se sentent bien pour vivre ici puisqu'il y a une petite partie aussi de chez eux avec toutes ces personnes qui viennent de chez eux. En fait, il y a tellement de monde de partout que c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un de chez toi et tu peux te créer une petite communauté et un petit peu briser ce manque de chez toi. Mais alors, le coût de la vie est-il un frein majeur? On entend beaucoup parler de ce coût de la vie, cet argent qui nous ruine la vie. Tout le temps, on paye. Mais je crois que c'est partout en fait, ça c'est pas forcément qu'au Canada en vrai. On a bien évidemment les loyers qui sont en hausse constante. Ça coûte un bras, ça coûte un rein, ça coûte une jambe, ça coûte tout ce que vous voulez, c'est tellement cher. Je connais des personnes qui sont du coup nées ici et qui me parlaient de loyer de genre qui me disaient, je sais pas, pour 700 $ qu'ils pouvaient avoir un appart avec une chambre et tout. Mais pour moi, c'était complètement irréaliste. En fait, je me disais, mais est-ce que t'es sûre? Parce que peut-être t'étais petit et tout, tu te rendais pas compte. C'était pas vraiment ça, je pense, les prix. C'est impossible que pour 700 $ t'aies un appart avec une chambre. Et si, c'est bien vrai en fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est cher, très cher. Et en plus de ça, du coup, ça devient difficile d'habiter seul parce que si vous n'avez pas un emploi qui rapporte bien, qui vous fait bien gagner votre vie, c'est très difficile de se loger seul et d'avoir toutes les charges pour une seule personne puisque les loyers sont pas mal élevés quand même. Moi, pour ma part, quand je suis arrivée ici, j'avais pas vraiment conscience de tout ça parce que j'avais jamais habité seule avant, j'avais jamais payé de loyer. Et en plus de ça, c'était des dollars, donc dans ma tête, j'avais pas la même sensation que quand je dépense des euros, vous voyez. Donc du coup, j'avais pris mon premier appart dans le centre-ville de Montréal, dans un condo, avec tous les trucs inclus dedans et tout ça. Et je payais 1600 $. Et en plus de ça, quand j'ai pris l'appart, je n'avais même pas encore trouvé de travail. J'étais complètement folle. Et au final, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un travail dans un cabinet d'architecture. Même si mes diplômes n'étaient pas reconnus, que je n'avais pas fait d'équivalence, j'ai quand même eu un salaire assez correct. Donc je pouvais me permettre de payer cet appartement. Mais bon, j'avais envie de pouvoir voyager plus et tout. Donc du coup, j'ai changé d'appart. J'en ai trouvé un autre qui était d'apparence moins cher. Donc là, je paye 1200 $. Donc celui-ci est plus grand, plus lumineux et tout, avec une chambre séparée aussi comme celui d'avant. Mais du coup, qui n'est pas en centre-ville, même s'il y a quand même le bus qui passe devant, il y a le métro à genre 10 minutes à pied et tout. Il est bien placé. Mais je me rends compte que c'est quand même assez cher pour ce que je payais
avant, parce qu'avant j'avais la salle de sport, j'avais la piscine, la dame qui m'envoyait des mails à chaque fois qu'il y avait un petit truc, la poubelle je la jetais dans le couloir, ça descendait tout seul jusqu'en bas et tout, j'avais tout inclus, j'avais la machine à laver, j'avais le sèche-linge, je payais juste mon loyer et mon wifi en fait. Et ici je paye 1200 $, mais je dois payer la machine à laver, je dois payer le sèche-linge, je dois payer l'électricité, je dois payer le wifi moi-même, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de terrasse, j'ai pas de balcon, c'est juste l'appart quoi. Donc je me dis en fait ça revient un peu au même que si je payais le truc en centre-ville. Enfin bref, je me suis un petit peu éparpillée du sujet. Mais bref, pour vous dire que c'est cher, je cherchais un studio à la base. C'était 1000 $ le studio, enfin je trouvais pas de truc où on peut bouger un minimum et qui soit en dessous de 1000 $. Voilà quoi, j'ai cherché des colocs, mais en même temps les colocs, j'avais que des retours que les gens étaient trop sales et tout, des photos, what the fuck, enfin je regardais sur Marketplace et tout, les gens ils rangeaient même pas pour faire des photos, le truc de la vaisselle est débordé et tout. Enfin, moi ça m'a un peu déprimée à ma recherche d'appart, voilà, entre le prix et mes critères qui étaient probablement trop élevés. Enfin bref, voilà. En tout cas, bah, aujourd'hui, je peux me payer l'appart, mais c'est ric-rac encore. Je ne vais pas voyager cette année parce que je n'ai pas d'économie. Enfin, j'avais des économies, mais vu que on y viendra plus tard, je n'ai pas de travail. Enfin, j'en ai plus de travail. Bah, mes économies vont partir, voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est ma vie actuelle reflète un petit peu des obstacles qu'on a en ce moment au Canada, mais on y reviendra plus tard. Fermons cette parenthèse, je voulais juste vous dire que c'est assez difficile de trouver un appartement à bas prix. Et c'est difficile aussi de vivre seul, notamment si vous voulez profiter de la vie, c'est-à-dire faire des sorties tous les week-ends ou faire des voyages ou voilà. Et encore plus si vous avez une voiture à payer. Voilà. Donc dans cette catégorie des coûts de la vie, on a aussi les dépenses quotidiennes, c'est-à-dire les courses, l'électricité, tout ça. Ça aussi, ça a subi l'inflation. Je trouve que c'est compliqué de faire les courses, vraiment. Déjà, je galère à la base pour faire des courses. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'habitais pas seule avant. Donc déjà, quand on apprend à vivre seule, à faire ses courses et tout, c'est compliqué. Mais en plus de ça, quand tu dois te restreindre au niveau budget, c'est encore plus compliqué. Parce que vraiment, des fois, j'achète 3 trucs, c'est déjà 50 $. Je comprends pas en fait. Et surtout, il faut donc maintenant prendre les petits rabais, les petits... Vous voyez, dans la boîte aux lettres, des fois, on reçoit des rabais. J'utilise tous les trucs comme ça. Je fais les cartes métro, les cartes trucs. Quand tu passes à la caisse, tu bipes, ça te donne des points et tout. Ça, c'est une astuce un petit peu pour survivre à ça. Mais bon, c'est compliqué. Voilà. Moi, je vous conseille en tout cas de faire un petit budget... Genre découpez votre budget en fait quand vous recevez votre paye. Cette partie va partir dans le loyer, cette partie va partir dans la nourriture et bien respecter votre budget pour pas vous mettre dans la galère. On a également l'accès à la propriété qui est difficile, donc pour les gens qui souhaitent acheter, les prix sont vraiment waouh, ça fait mal. Juste pour vous donner une petite idée, à Toronto, pour acheter une propriété, on est à environ 1,2 million de $ en moyenne. À Vancouver, on est à en moyenne 1,4 million de $. Et à Montréal, on est à 550 000 $. Bon, ça, à Montréal, ça va, c'est encore... on n'est pas encore touché le million. Mais quand même, parce que quand je vois la qualité en fait des choses qui sont vendues, enfin des maisons qui sont vendues, comparé au prix, ça me choque un peu. Honnêtement, ça me choque un peu. Dans ma famille, il y a ma grand-mère qui a vendu sa maison il y a quelques années maintenant, peut-être 2-3 ans. Et quand je vois la villa que c'était et le prix qu'elle l'a vendue, comparé à ici, je suis choquée. Parce que là, dans le nouveau quartier où j'habite, il y a des villas quand même, des maisons. Je sais pas si on peut appeler ça des villas. Je sais pas ce que c'est la différence entre une villa et une maison. Mais en tout cas,
c'est des maisons individuelles, quoi. C'est pas des maisons copier-coller et tout. C'est des assez belles maisons, ça va quand même. J'imagine que la situation de la maison aussi, comparée à la ville, ça fait augmenter le prix. Mais quand je vois là, il y a des maisons qui sont à vendre. Déjà, les maisons, elles sont à vendre depuis. Personne les a achetées. Et quand je vais sur le site pour voir les prix, les maisons, elles sont à 3 millions. 3 millions, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Le jardin, il est minuscule. Je vois pas qu'est-ce qui peut coûter aussi cher en fait. Enfin, ça me choque. Même les maisons à 500 000, je sais pas où elles sont parce que c'est un mini appart que t'achètes à 500 000. Enfin, je sais pas. Ça me choque. Et en plus de ça, du coup, il faut ajouter tout ce qui est taxes, taux d'intérêt, etc. Et l'entretien aussi de la maison qui, bien évidemment, va vous coûter toute votre vie parce qu'il y a toujours un truc qui part en steak dans la maison. Il y a toujours un truc à réparer. Donc, franchement, ça me motive pas à acheter perso. Ensuite, pour ceux qui sont nouveaux arrivants, il y a aussi tous les frais qui sont liés au cours de langue, par exemple, si on ne parle pas le français ni l'anglais. Les frais qui sont liés à la demande de résidence permanente, les frais qui sont liés à la traduction des diplômes, enfin à l'équivalence de vos diplômes, les frais liés aussi au permis, si jamais vous voulez changer votre permis, que vous l'avez dans votre pays et que, enfin voilà quoi, vous avez compris. Enfin bref, tout ça, ça a un coût qu'il faut bien évidemment prévoir en avance parce que sinon vous allez être très surpris. Ça s'accumule rapidement et il faut vraiment le prendre en compte dans votre budget d'expatriation. Et le dernier point de cette catégorie, on va parler des transports. Que ce soit la voiture ou les transports en commun, c'est quand même un budget conséquent, même si bien évidemment la voiture coûte beaucoup plus cher que les transports. Notamment l'essence qui a augmenté, mais il y a aussi plein de trucs à payer sur la voiture. Je crois que le permis, ça se repaye chaque année. Et la plaque d'immatriculation aussi, il me semble qu'il y a un truc à payer, mais je suis pas trop, j'ai pas de voiture, donc je sais pas exactement. Toutes les stationnements en ville et tout, même là, faut payer tout le temps. Peu importe où tu te mets, tu payes. L'entretien aussi de la voiture parce que là je vois avec la neige, vous voyez, mettre du sel sur les routes et tout, j'imagine pas ce que ça fait sur la carrosserie et les trucs métalliques et tout de la voiture. À mon avis, c'est un gouffre sans fond. Voilà. Et les transports en commun, on est à 100 $ actuellement pour un pass mensuel dans la zone de Montréal. L'année dernière, on était à 97 $. Je trouve que ça a augmenté assez rapidement. On n'a pas fait 1 $ par 1 $, là on est passé de 97 à 100 directement. Ça fait mal, ça fait un peu mal. Surtout, vous voyez, il y a des gens qui mettent des prix genre dans les magasins 49,99 pour que mentalement ça passe mieux. Non, eux ils ont mis 100. Bam, comme ça tu vois comme ça fait mal. En tout cas, c'est pas grave, hein, on accepte. De toute façon, on n'a pas le choix puisque pour aller travailler, il faut prendre soit les transports, soit la voiture. Donc on paye. Mais c'est à prendre en compte dans votre budget. On va parler maintenant des opportunités professionnelles. Alors bien évidemment, comme on en entend parler, il y a de la pénurie dans certains secteurs, dans la santé, l'éducation, etc. Mais les personnes qui viennent ici majoritairement ne sont pas qualifiées pour ces jobs-là. Donc en fait le problème je pense qu'on rencontre en ce moment c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler au Canada mais qui ne viennent pas pour combler les secteurs qui sont en manque de main d'œuvre et donc du coup les gens disent qu'il n'y a plus de travail alors qu'il y a du travail mais dans des compétences que nous n'avons pas. Voilà. Pour parler des salaires, pour savoir si est-ce qu'ils sont élevés ou non. Faut savoir que le salaire, je crois, de base, enfin on appelle le SMIC, je sais pas si ça s'appelle comme ça ici, mais en tout cas le salaire minimum à Montréal, au Québec je pense, est de 15,75 ou 45, en tout cas c'est dans les 15. Voilà, autant vous dire qu'avec ce salaire-là, vous n'habitez pas seul, premièrement. C'est assez difficile en fait. Disons que le coût de la vie augmente plus vite que le salaire minimum. Donc c'est assez compliqué, surtout si vous vivez seul. Vous ne vivrez pas seul en fait. Vous ne survivrez pas si vous vivez seul avec ce salaire. Donc voilà.
Mais en fait, le truc, c'est que si on a quand même un bon poste ou un job avec un salaire un peu plus élevé, la vie est cool en fait. Enfin, je trouve qu'il y a une grosse différence entre le fait d'avoir le salaire minimum où t'es en grosse galère et le salaire où ça va. Genre, t'es pas le boss du boss, mais où ça va. Et ta vie, elle est waouh. Enfin, je me dis que si j'avais le salaire que j'avais l'année dernière, maintenant, avec cet appart, bah, je pourrais faire tellement de trucs. Genre, je pourrais économiser en masse et tout. Enfin, je sais pas, la différence entre les deux, je trouve ça un peu incroyable. Mais je pense honnêtement que si vous souhaitez immigrer au Canada, il faut pas en venir avec un projet de travailler dans un job avec un salaire minimum en fait. Là n'est pas l'intérêt. Si on veut aller dans un nouveau pays, c'est justement pour une meilleure vie, un salaire plus élevé que ce qu'on a en ce moment. Enfin, c'est pour évoluer quoi, vous voyez. Donc pour moi, si on va dans un nouveau pays, c'est pour avoir un job un peu mieux quoi, vous voyez. Après chacun son avis, bien évidemment. Mais voilà, c'était la partie salaire. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines provinces qui sont en recherche de main-d'œuvre et qui accueillent toujours des immigrants en assez grosse quantité, puisque, comme on le sait, au Québec en tout cas, c'est très compliqué en ce moment au niveau immigration. On en reparlera plus tard, mais je pense que vous êtes au courant, si vous êtes intéressé par ça, vous êtes forcément au courant de ce qui se passe. Mais il ne faut pas rester fermé à seulement une région. Le Canada n'est pas le Québec. Il y a plein d'endroits où aller au Canada. Et il y a des endroits qui cherchent encore des gens et qui peut-être même pourraient vous donner des opportunités encore meilleures. Donc ouvrez vos chakras, ouvrez vos possibilités et laissez-vous tenter par l'aventure ailleurs que le Québec. Dernier point sur les opportunités professionnelles, la difficulté de trouver un emploi qui est assez présente. Là, je vais parler plus précisément du Québec puisque c'est là où je vis en ce moment. Les autres régions, je n'y ai pas vécu, je n'y ai pas cherché de travail, donc je ne peux pas donner vraiment d'avis là-dessus. Je pense que si vous faites vos recherches après, selon l'endroit que vous souhaitez viser, vous pourrez avoir des avis dessus. Mais là, en ce moment, on va parler du Québec. Donc, il faut savoir que initialement, quand on cherche un travail, on nous demande quand même des références ou d'avoir un minimum d'expérience au Canada. C'est pour ça que beaucoup de gens recommandent de faire du bénévolat, même dans des domaines qui sont pas dans le job que vous recherchez, mais ça va permettre aux futurs employeurs de voir que vous avez une expérience au Canada et d'avoir des références sur lesquelles se baser aussi pour vous embaucher. Donc ça, c'est ce qui se passait quand je suis arrivée. C'était donc déjà les critères principaux qui étaient pas forcément faciles déjà à obtenir. Et aujourd'hui, on rajoute un petit niveau de difficulté qui va être que, étant donné qu'il y a beaucoup trop d'immigrants pour les postes vacants, bien évidemment que le Canada va faire passer les Canadiens en premier, ce qui est tout à fait normal selon moi. Donc il va falloir jouer des coudes avec les Canadiens pour pouvoir trouver une place pour travailler, en plus d'avoir vos références, etc. Parce que bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent d'être diplômés, des Canadiens qui cherchent un travail et pourquoi est-ce qu'ils se feraient dépasser par des gens qui sont même pas du pays? C'est un peu triste quand même, vous voyez, genre c'est comme si vous êtes chez vous, dans votre pays, vous cherchez un travail et puis tous les gens d'ailleurs prennent votre place. Alors, je pense qu'on prendrait tous mal, mais donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner à fond pour trouver sa place, trouver un travail et montrer vos compétences et votre motivation et pourquoi est-ce qu'on vous prendrait plus vous qu'un Canadien. Qu'est-ce que vous avez en plus à apporter? Quelles compétences vous avez en plus? Parce que c'est pour venir et rien faire dans le job alors qu'un Canadien aurait pu faire le travail mieux que vous.
ça ne sert à rien. On va passer donc à la dernière partie dans laquelle je vais parler des démarches administratives très rapidement, très survolagement, je ne sais même pas comment on dit. Comme vous le savez peut-être, au Québec, les démarches de résidence, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées carrément que je n'arrive plus à suivre en fait, tellement que chaque jour ils ajoutent un truc ou ils enlèvent un truc, tout se mélange dans ma tête, je ne comprends plus rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'options qui sont fermées, notamment pour demander la résidence permanente. Je sais qu'il y a eu des choses aussi avec les étudiants. Même récemment, il y a eu quelque chose avec les permis ouverts qui ne peuvent plus apporter de conjoint, de fait ou quelque chose comme ça, selon leur catégorie de travail. Enfin bref, c'est toute une montagne de choses à analyser, à comprendre, que je ne comprends pas. Donc, si vous voulez faire vos recherches, allez sur le site du gouvernement. Je pense que c'est là où il y a le plus d'informations, les plus fiables. Parce que aussi, en plus de ça, les gens sur les réseaux et les trucs comme ça donnent leur avis sur des trucs. Et en fait, des fois, ils n'ont pas compris. Du coup, ils véhiculent les mauvaises informations. Et du coup, on comprend encore moins déjà qu'à la base, c'était pas clair. Donc, c'est vraiment la galère. Mais à part ça, je pense que dans d'autres régions, il y a toujours les possibilités ouvertes comme avant. Donc, selon les régions où vous voulez immigrer, renseignez-vous correctement sur le site du gouvernement pour avoir les informations qui correspondent à l'endroit où vous voulez aller. Parce que chaque région a ses caractéristiques d'immigration, ou je sais pas, ses critères d'immigration. Si vous voulez un petit peu un peu plus de détails sur ça, j'avais fait une vidéo sur comment venir au Canada. Je vous la mettrai en lien dans la description si ça vous intéresse, il y a plus de détails, mais dans tous les cas, référez-vous toujours au site du gouvernement canadien. Petite conclusion personnelle sur ce sujet. Je pense que l'immigration, c'est un sujet vraiment très gros à réfléchir en profondeur. Il y a des gens qui vendent leur maison pour venir ici. Il y a des gens qui lâchent toute leur vie, qui vendent tout pour venir ici et qui se retrouvent au final en galère parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi, pas assez prévu, pas assez anticipé tout ce qu'il y a à faire, toutes les démarches, toutes les dépenses. Donc il faut vraiment bien se préparer à l'avance. Pour ceux qui souhaitent venir au Canada, comme j'ai fait en PVT, et qui sont là pour découvrir le pays, honnêtement, je pense que je ne serais pas allée à Montréal. Peut-être si j'avais su tout ça, peut-être changer de région, ou alors tout simplement j'aurais économisé beaucoup plus et j'aurais pas mis le focus en fait sur le fait d'avoir un travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait moi j'étais plus venue dans l'optique de kiffer la vie, vous voyez, de voyager, de découvrir le pays. Et au final, je me suis retrouvée un peu dans un cercle vicieux de il faut absolument que je travaille pour payer tout ce qu'il y a à payer. En fait, je me suis mis dans une vie d'adulte que je voulais pas à la base. Et voilà, maintenant j'ai plus le choix puisque j'ai besoin d'un toit sur ma tête et je dois payer ce toit sur ma tête. Et il faut travailler et pas seulement 10 heures par semaine. Il faut travailler beaucoup. Donc, mon plan est un petit peu tombé à l'eau. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment voyager et tout, je vous conseillerais plus de venir avec beaucoup d'économies pour pouvoir kiffer un maximum votre voyage et travailler dans des petits trucs de temps en temps, mais vous voyez des trucs un peu éloignés du centre-ville, dans les banlieues ou dans les, je sais pas, les forêts ou les trucs où il y a vraiment personne, vous voyez, qui cherchent beaucoup de main-d'œuvre. Mais c'est ça. Et pour du coup les gens qui souhaitent rester plus fixe et vraiment établir une vie ici, vraiment bien prévoir en amont toutes les choses que je vous ai citées dans cette vidéo, bien vous préparer, bien économiser, bien faire les démarches dans le bon ordre, etc. Et tout se déroulera bien pour vous. Après, c'est à vous d'en juger si, d'après tout ce que je vous ai dit, c'est une bonne idée de venir ou non au Canada. Je pense qu'il y a quand même encore de l'espoir. Le Canada n'est pas Montréal, le Canada n'est pas le Québec.
Il y a plein d'espaces à découvrir. Donc je pense que vous avez encore votre chance. Alors n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner. Ça me montre que vous êtes là pour soutenir la chaîne et ça va me permettre aussi de montrer cette vidéo à plus de monde pour l'algorithme et tout ça aide beaucoup. Donc s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis bisous, bye.